Merci beaucoup Sébastien pour cette présentation et bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup aux équipes qui organisent ce festival et ces rencontres de m'avoir conviée à présenter mon travail et le fruit de mes recherches sociologiques. Alors j'ai intitulé cette intervention donc grammaire de la domesticité et en creux domesticité, domination et confusion pour faire un petit pas de côté, nous amener à réfléchir en creux au lien qu'il peut y avoir avec la justice et les questions qu'elle entraîne en termes de rapport de domination, de vengeance, et notamment de vengeance de classe, parce que dans la domesticité, il y a quelque chose de l'ordre de la vengeance de classe, pas seulement, mais surtout, qui se joue et que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors, vous avez vu que j'ai mis une... vous connaissez peut-être pas, mais c'est l'affiche, il ne faut pas que je me décale trop des micros, sinon on m'entend plus. C'est l'affiche d'un film qui est paru en 2017 d'Amanda Stairs et qui s'appelle Madame, et qui est un film qui raconte l'histoire d'une très riche famille de millionnaires américains installés à Paris et qui ont des domestiques, plusieurs domestiques, qu'ils emploient à temps plein à leur service. Donc ça a été le terrain de mes recherches, le terrain contemporain, enquêté auprès de familles très riches qui ont de la domesticité à temps plein. Ça existe toujours, ça peut sembler désuet, mais il y a encore des grandes familles qui ont plusieurs dizaines de domestiques parfois à leur service. Et donc dans ce film, il y a une intrigue assez intéressante, c'est qu'un soir, la maîtresse de maison veut organiser un dîner, donc elle a des convives, et un des convives se désiste de ce dîner, ne peut pas venir, et donc il se retrouve à être un nombre impair à table. Et donc, elle panique, ça ne se fait pas, ça porte malheur, selon elle, d'être un nombre impair à table, et donc elle demande en dernière minute à une de ses domestiques, qui est au milieu de la table, ici, de jouer le rôle d'une aristocrate espagnole. Et donc, renversement des situations, la domestique devient, lors d'une soirée, mais pas que lors d'une soirée, parce que tout le film porte sur la manière dont cette domestique se prend au jeu, à ce jeu finalement du renversement de classe. Elle se retrouve peut-être du jour au lendemain en tant que transfuge de classe, mais aussi de ce jeu du renversement finalement de la domination, parce qu'elle joue les aristocrates et pas que lors de ce dîner-là. Alors, pourquoi je parle de là ? Parce que les travaux de recherche sur ce qu'on appelle la domesticité, donc c'est-à-dire le travail domestique rémunéré qui est effectué au domicile de famille, qu'il soit à temps plein ou qu'il soit à temps partiel. En France, vous connaissez peut-être plutôt que la figure du majordome, la figure de la femme de ménage ou de l'aide à domicile ou de la babysitter, qui sont des personnes employées à temps partiel pour s'occuper de la garde des enfants, du ménage ou de l'aide aux personnes dépendantes. Et 60 ans de recherche sur les domesticités à travers l'histoire et à travers le monde ont établi aujourd'hui des grandes variables, malgré ces formes très différentes de domesticité qui existent, qui sont structurantes des rapports de domesticité et aussi des conditions d'emploi et de travail qui régissent ces rapports-là. Alors, sur le plan empirique, donc on sait qu'il y a de grandes variations en termes de forme d'emploi, de conditions de travail, de salaire selon les pays, de tâches aussi qui sont prises en charge, parce que ce n'est pas la même chose que de faire la cuisine pour une famille, que de garder leurs enfants, que de s'occuper d'une personne âgée handicapée, par exemple. Mais il y a aussi des tendances donc, qui sont structurantes et qui sont le caractère dégradé en fait, de ces emplois. On sait aujourd'hui que la domesticité est une trappe en fait, à pauvreté, que ce sont des emplois qui sont, pour tout un tas de raisons, notamment juridiques, j'y reviendrai, des emplois qui sont dégradés, qui sont majoritairement et presque essentiellement occupés par des femmes. Les dernières données sur l'Organisation internationale du travail montrent bien que 8 travailleuses domestiques sur 10 sont des femmes à travers le monde. Ce sont des femmes très souvent qui sont pauvres, qui sont nées dans la pauvreté, qui sont issues de l'immigration et donc qui migrent, et en l'occurrence des pays dits du Sud vers les pays dits du Nord, pour prendre en charge le travail domestique que délèguent d'autres familles de classe moyenne ou de classe supérieure plus riches. Et donc les politiques publiques aujourd'hui qui aussi encadrent la domesticité sont de plus en plus nombreuses. On essaye de blanchir ce travail qui se fait dans plein de pays du monde au noir. On essaye d'établir des dispositifs qui régulent, mais qui n'améliorent pas vraiment, ou du moins de façon marginale et de façon très disparate selon les pays, ces conditions d'emploi. Au plan théorique, notamment en sociologie, mais aussi en fait en histoire, en anthropologie,
le rapport de domesticité a essentiellement été décrit comme un rapport de domination qui agrège des profils sociaux qui se distinguent par une distance de classe. Des gens qui ont l'argent d'embaucher des gens qui ont moins d'argent et donc qui doivent se faire embaucher pour gagner leur vie. Et donc, ce rapport de domesticité donc, a été étudié comme un rapport de domination ou alors même comme un rapport d'exploitation par certaines théories, notamment féministes, issues du marxiste, qui ont insisté sur l'exploitation, et notamment l'exploitation des corps et des émotions qui sont faites de ces femmes domestiques qui travaillent à travers le monde pour prendre en charge ce dont personne ne veut prendre en charge, c'est-à-dire les tâches qui sont considérées comme n'étant pas nobles, comme embêtantes, comme entravantes la liberté quotidienne. Voilà. Donc, ces recherches-là ont produit des résultats consistants. Et la question qu'on peut se poser, finalement, c'est celle de l'ambivalence quand même des rapports de domesticité qui, je vous l'ai dit, ont été abondamment décrits comme des rapports de domination, etc. Mais depuis une quinzaine d'années, de nouveaux travaux montrent quand même que derrière ce travail de domesticité et derrière les rapports de domesticité, il peut y avoir quand même un pouvoir de la part des domestiques. Les domestiques ne sont pas seulement des victimes de la domination de leur patron, ça serait en fait trop simpliste comme vision des choses. Et donc les domestiques aussi peuvent avoir des marges de manœuvre. Les domestiques peuvent peut-être renverser parfois le pouvoir, peut-être renverser la domination de classe et aussi trouver dans la domesticité des formes d'empowerment, c'est-à-dire de prise de pouvoir sur des situations antérieures. Donc la question ici qui peut se poser, c'est finalement qui pose vraiment les contours de cette appropriation maintes et maintes fois décrite des corps des domestiques par les patrons. Est-ce que vraiment les patrons ont tout le pouvoir en fait sur les corps de leurs domestiques? Et dans quelle mesure le corps des domestiques se confond-il avec le corps des patrons? Et est-il un corps que les patrons peuvent librement manipuler pour se faire servir? Puisqu'il s'agit bien là, le rapport de domesticité, d'un rapport de service, voire de servitude. Donc c'est la question que je pose et que j'ai posée notamment au travers d'un travail, fruit d'une enquête pendant plusieurs années, sur une forme un peu particulière de domesticité, qui est une forme de domesticité à temps plein au service de multimillionnaires. Voilà. Et donc qui est un cas paroxystite, finalement, pour réfléchir à des rapports de domesticité beaucoup plus communs, tels que je vous l'ai dit, entre les classes moyennes et leurs femmes de ménage, et leurs babysitters, etc. C'est ça l'intérêt aussi en sociologie, c'est que quand on étudie un cas, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que ce cas dit de la majorité des autres cas qui se retrouvent dans la société dans des formes beaucoup plus communes et beaucoup plus nombreuses. Donc, ce que je décris dans ce travail, c'est que les rapports de domesticité, en fait, repose sur des rapports que j'appelle d'exploitation dorée. Alors ça ne vous aura peut-être pas échappé, exploitation dorée, c'est un oxymore qui peut sembler un peu étrange, comment est-ce qu'une exploitation peut être dorée. Donc je me suis amusée à mettre ce terme de doré parce que ça renvoie quand même à l'univers d'un certain nombre de millionnaires auprès desquels j'ai enquêté. En fait, ce qui est intéressant dans cette forme de domesticité, c'est que contrairement à tout ce que je vous ai dit auparavant, la domesticité avec de très mauvaises conditions de travail, des bas salaires, des emplois dégradés, en fait, chez les multimillionnaires, on n'est pas du tout dans des formes d'emploi qui peuvent être considérées comme dégradées. Ce sont des emplois dans lesquels les domestiques que j'ai rencontrés, qu'ils soient nannies, majordomes, chauffeurs, cuisiniers, etc., gagnent très bien leur vie. Les salaires s'échelonnent au sein d'une même maison, et selon la hiérarchie des domestiques, parce que c'est un univers très hiérarchisé, entre 2 000 et 12 000 euros par mois. Bon. Or, quand on gagne 12 000 euros par mois, ou même quand on gagne 5 000 euros par mois, en fait, on fait partie soi-même des 10% les plus riches en France. Donc là, ça bouleverse complètement le paradigme par lequel on étudie les rapports de domination de riches envers les pauvres, parce qu'en fait, les domestiques auprès desquels j'ai enquêté ne sont pas pauvres, en fait. Ils font partie des riches, d'une certaine manière. Bon. Donc, ces rapports de domination se créent de manière différente que ceux qu'on peut observer dans d'autres contextes où les domestiques sont à peine payés, etc.
Ils ont des très fortes rétributions donc matérielles, alors je ne vais pas m'étaler, mais ça passe donc par un salaire, par des cadeaux aussi en abondance. Il y a toute une économie du don, du cadeau que font les ultra-riches. Et alors quand je parle de cadeaux, ce n'est pas seulement un petit sachet de chocolat ramené d'un week-end à Deauville, c'est des cadeaux qui ont une très forte valeur, certes émotionnelle, mais aussi économique, comme des sacs Vuitton, des robes de haute couture, des tableaux d'artistes contemporains dont les domestiques ne connaissent pas vraiment le nom, mais dont ils savent que voilà, c'est symboliquement et matériellement et économiquement très coûteux. Donc il y a tout un tas de rétributions matérielles, mais il y a aussi des rétributions symboliques, parce qu'en fait, ce dont je m'en suis rendu compte, c'est que quand on travaille chez les très riches, finalement, il y a une très grande, on vit une forme de richesse par procuration aussi. Notre lieu de travail est la maison des riches, puisque les domestiques que j'ai rencontrés vivent au domicile de leur patron. La maison de leur patron est leur maison. D'accord ? Donc, vivre dans une villa de 800 mètres carrés au bord de la Côte d'Azur, il y a pire comme lieu de vie, on est d'accord ? Bon, voilà, donc ça nous fait relativiser ces conditions de travail. Et puis, les domestiques nouent aussi des relations de confiance, voire de complicité, en fait, avec leur patron. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un rapport complètement distancié. Ils connaissent par cœur la vie de leur patron, ils reçoivent tout un tas de confidences de leur patron et de leur patronne, et puis parfois ils nouent des affects. On parlait tout à l'heure des affects. La question des affects dans les rapports de domesticité, en fait, elle est essentielle, parce que c'est un travail qui, contrairement à beaucoup d'autres, se fait au domicile des patrons. Et donc le domicile, c'est le lieu de quoi ? C'est le lieu de l'intimité, c'est le lieu du secret, c'est le lieu des coulisses, si on prend une perspective interactionniste en sociologie et qu'on fait appel aux travaux de Erving Goffman qui décrivait le monde social comme un théâtre, et je pense que c'est le lieu pour en parler justement, cette sociologie interactionniste, la maison c'est quand même le lieu où on est dans les coulisses, où normalement on a le droit de faire tomber son masque. Sauf que quand il y a des domestiques chez soi, on fait tomber son masque, mais on recrée une sorte de scène de théâtre. Et donc les domestiques ont accès à ces coulisses et à ce renversement finalement des masses. Donc il y a des complicités qui se nouent avec leur patron. Et en fait, ces affects très forts dans la domesticité visent très souvent à brouiller les frontières entre la relation salariale, parce qu'il ne faut pas oublier que les domestiques sont là quand même pour servir leur patron, et sont des salariés. Or, le salariat, en droit, se fonde sur un rapport de subordination. Mais ces domestiques sont aussi, en quelque sorte, des membres de la famille. Et d'ailleurs, leur patron répète très souvent, et me répète très souvent en entretien, ce domestique, c'est comme ma famille. C'est un membre de ma famille. Et donc, on a un brouillage total et extrêmement réel, qui n'est pas que fantasmé, qui se déploie dans ces rapports de domesticité. Mais à côté de cette vision enchantée, ce qu'on découvre aussi en enquêtant sur ça, c'est que, vous pouvez peut-être vous demander, là, maintenant, à quoi ça sert de payer un domestique 5 000 € par mois quand on sait que plein de gens sont prêts aujourd'hui à travailler pour beaucoup moins parce que beaucoup de gens recherchent du travail. C'était la question que je me suis posée, en fait, sur mon terrain de recherche. Pourquoi les riches payent tant, en fait, et donnent tant d'argent aux domestiques ? Et alors, il y a plusieurs réponses à ça. La première réponse, c'est que, finalement, acheter des domestiques au prix fort permet de s'acheter toute une diversité de profils de domestiques, dont, là, si on prend une perspective un peu de sociologie économique qui considérait que les domestiques sont un peu comme des biens sur un marché du travail, dont des domestiques qui valent cher sur le marché du travail. C'est-à-dire que les très riches ont à la fois des domestiques qui sont représentatifs de ces profils de femmes dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi des domestiques qui sont très qualifiés, qui ont des licences, qui ont des masters, qui sont des hommes, qui sont des blancs, et donc qui se vendent plus cher, entre guillemets, sur le marché du travail. Et donc, en fait, cette exploitation dorée des domestiques repose sur un système de compensation graduelle en fonction des caractéristiques des domestiques, d'un travail qui est aussi illimité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut affirmer, et je pèse mes mots en disant illimité. Les domestiques dorment chez leur patron pour pouvoir être corvéables de jour comme de nuit. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a alors très peu, et j'en parlerai après si j'ai le temps, mais très peu de droits du travail qui encadrent ces rapports-là, ou du moins des contournements du droit du travail. Et très souvent, finalement, donner un fort salaire au domestique ou lui donner des cadeaux, ça sert finalement à créer une dette perpétuelle que les domestiques ont envers le patron. Et la seule manière de solder cette dette, qui en fait est insolvable, c'est de travailler
autant que le patron veut. Parce que les domestiques ne peuvent pas faire des cadeaux à leur patron, déjà ça ne se fait pas, et en plus ils n'ont pas les moyens de faire le même type de cadeau, donc de rendre le cadeau, le don, donc de faire un contre-don. Donc ce contre-don, c'est le travail, et c'est le travail sans limite. Et donc d'une certaine façon, ces domestiques-là finalement vivent dans une situation d'isolement presque total, parce qu'ils ne sortent pas du domicile patronal. Ils sont sans cesse chez eux et ils n'ont pas le temps de jouir de leur capital économique. Certains l'envoient au pays, notamment pour les domestiques issus de l'immigration, pour leur famille, mais ils n'ont pas le temps d'avoir des loisirs, d'avoir d'autres temps que ce temps de travail. Et donc ils sont dans une situation en fait très paradoxale, d'exploitation qui est euphémisée, qui est dorée parce qu'elle cache bien son nom. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai essayé de regarder sur mon terrain, c'est, bon, chose dite, finalement, comment est-ce que ces domestiques peuvent renverser, est-ce que ça arrive que ces domestiques, qui sont du coup quand même, ok, travaillent de façon illimitée dans les domiciles de ces grandes fortunes, mais quand même ont de l'argent, sont nourris, sont logés, certains voilà, ont un certain capital culturel, comme on dit en sociologie, ont des ressources culturelles quand même pour éventuellement contester en fait les conditions de travail, etc. Et bien en fait, voilà, on peut se demander est-ce que cette domination peut se renverser dans la domesticité. Et alors c'est une question qui est intéressante parce que si on fait un petit détour, si on sort de la sociologie, qu'on va voir vers les œuvres de fiction, littéraires, mais aussi cinématographiques, cette question du renversement de la domination dans les œuvres qui parlent de domesticité, elle est centrale. Dans énormément d'œuvres, on a la vengeance des domestiques envers leur patron, alors là qui est radicale, hein, qui passe par le meurtre. On tue ses patrons, ou des personnes assimilées à ses patrons. Je vous ai mis quelques exemples contemporains ou plus ou moins contemporains. Pour le moins contemporain d'entre eux, c'est les bonnes de Jean Genet, hein, qui s'inspirent d'un fait réel de bonnes qui ont tué leur patron. Voilà, et qui a fait la une des journaux à l'époque. Mais de façon plus contemporaine, le roman de Leila Slimani, Chanson douce, avec lequel elle a eu notamment le prix Goncourt, parle d'une nounou, d'une babysitter qui garde des enfants dans une famille de classe moyenne supérieure contemporaine et qui à la fin en vient à tuer les enfants de ses patrons par vengeance. Par vengeance de justement cette violence du rapport de domination, et notamment du rapport de domination de classe ici. On pourrait multiplier les exemples, j'ai pris quand même Parasite, film qui a eu la Palme d'Or. Dans Parasite, c'est la même chose. La fin du film, c'est quoi ? À la fin du film, tous les domestiques dans cette riche famille coréenne finissent par tuer en fait les patrons. Bon, je crois qu'il faut que j'accélère. Donc je vais accélérer, c'est pas grave. Je n'ai pas le temps de vous dire tout ce que je veux dire, mais je vais peut-être terminer sur cette idée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur le terrain, je n'ai pas entendu dire ou vu de meurtres de domestiques, mais ces meurtres nous dévoilent en creux quelque chose de très réaliste et de très réel qui se passe dans ces rapports de domesticité, qui est déjà une peur bourgeoise, que les rapports de domination et que cette vengeance des domestiques arrivent. Dans les entretiens que j'ai faits avec les patrons, les patronnes très riches, elle et ils me parlent de cauchemars. Régulièrement, ils rêvent que leurs domestiques se vengent, soit qu'ils partent du jour au lendemain avec toute leur fortune, qu'ils volent des choses très chères, voire qu'ils les tuent. J'ai déjà des patronnes qui m'ont raconté ce rêve, finalement, de vengeance radicale. Alors, c'est intéressant, donc ça cristallise cette peur bourgeoise. Et dans les faits, qu'en est-il ? Alors, les domestiques ne tuent pas leur patron, mais par contre, oui, c'est vrai, ils peuvent, en quelque sorte, se venger, mais de façon quand même un peu plus douce. Il peut y avoir des vols, notamment, je me rappelle, ce grand bourgeois qui me racontait, donc qui était collectionneur de Porsche et de Lamborghini, et qui m'a raconté qu'en plein milieu d'une nuit, un de ses majordomes, qui était le seul à avoir la clé du garage où il stockait ses Porsche, était parti avec une Porsche et n'était jamais revenu. Bon, donc oui, il y a des vols chez les domestiques. Bon, ça peut être un peu rigolo, dit comme ça. Ça n'était par ailleurs pas vraiment vécu comme un drame par ce monsieur qui a racheté ensuite une Porsche. Et de façon plus quotidienne, il y a aussi des micro-résistances chez les domestiques qui sont plus ou moins silencieuses, qui peuvent être quotidiennes, sur par exemple le fait de réorganiser le travail autrement que ce que madame a décidé, sur le fait de se moquer des patrons entre domestiques, etc., qui sont des manières aussi de finalement résister à des formes de domination quand même assez oppressantes qu'ils vivent au quotidien dans les maisons. Voilà, donc la négociation de ces conditions de travail
quand elle n'est pas possible, et je vais peut-être m'arrêter là, voilà, c'est qu'il y a aussi l'exit. L'exit, c'est quand on part de chez soi. Donc, quand les domestiques, par contre, ne peuvent plus rien dire, ne peuvent plus négocier leur salaire, etc., et bien, il y a une issue qui est possible, c'est quand même celle de partir. Et donc, dans mon enquête, j'ai vu énormément de domestiques qui partent du domicile patronal du jour au lendemain. Et ça, en fait, c'est très violent. C'est très violent parce qu'il y a une rupture des affects, de la relation de confiance qui s'est nouée entre le patron et les domestiques. Et donc, que ce soit les patronnes qui licencient du jour au lendemain les domestiques, parce que ça existe aussi, ou les domestiques qui partent, c'est l'arrêt de, finalement, ce rapport de domesticité dont on perçoit qu'il est, malgré tout, intolérable. Je vais m'arrêter là. J'ai été trop longue, désolée.